Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler de l'année 2022, un enfer pour les investisseurs, mais surtout une source d'inspiration pour l'année 2025. Pour cela, j'ai le plaisir d'être avec Axel, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Point important, et avant de commencer ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast L'art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Vous savez, juste en cliquant, tout simplement, c'est super rapide, super simple. N'hésitez pas également à liker, commenter ou partager si vous appréciez le contenu et surtout si vous avez des questions, commentez. Allez, on est parti avec Axel, on va parler de cette année 2022. Cette année 2022 qui a été un enfer pour les investisseurs. Moi, j'aimerais bien déjà que tu me parles de la situation géopolitique de 2022 qui peut expliquer pas mal de choses. Alors, je pense que c'est mieux d'aborder par classe d'actifs parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu dans la théorie économique et financière que les actions et les obligations, ça s'inversait au final. Si tu avais une mauvaise année sur les actions, tu avais les obligations qui permettent de compenser, etc. C'est pour ça qu'historiquement, on avait des portefeuilles 60% actions, 40% obligataires. Mais on a vu que cette année, c'était pas forcément la meilleure stratégie. Donc, pour une histoire de contexte, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé, notamment sur la partie obligataire? On le sait, il y a eu beaucoup d'inflation, plus de 10% d'inflation, notamment suite à une décennie de taux bas, voire négatifs. Le Covid qui a un peu bouleversé les chaînes d'approvisionnement. Et aussi, il y a eu le conflit avec l'Ukraine qui a eu un impact sur les matières premières. On en parle après pour la partie action. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux de moins 0,5% en étant négatif, une aberration, à 2%, et la Fed de 0,5 à 4,5, je crois, de mémoire. Donc, mécaniquement, les taux ont monté, les obligations ont diminué. Alors, je t'explique rapidement la corrélation entre les taux et les obligations. Imagine aujourd'hui, tu achètes une obligation LVMH qui te rémunère 3%. Donc, tu as le sous-jacent LVMH et tu as un coupon de 3% sur 10 ans. Si demain, les taux ils explosent à la hausse et que cette même obligation LVMH, tu peux l'acheter le lendemain à 6%. Donc, tu as le même risque, hein. Donc c'est le même sous-jacent, c'est LVMH, sauf qu'au lieu de te rapporter 3, elle te rapporte 6. Donc, ton obligation à 3%, concrètement, elle va perdre en valeur parce qu'on n'en voudra plus. On a le même niveau de risque avec une obligation à 6%. Qu'est-ce que je vais m'embêter avec une obligation à 3%? Donc, mécaniquement, quand les taux montent, les obligations baissent. Et c'est vrai aussi, quand les taux baissent, les obligations montent. Parce que si tu avais une obligation à 6% aujourd'hui et que demain, tu as des nouvelles obligations suite à la baisse des taux, elles sont à 3%, mécaniquement, tu es bien content d'avoir celle à 6%. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les obligations, il y a une corrélation inversée avec les taux d'intérêt. Et si on veut donner vraiment un exemple concret, une obligation qui vaut 100 euros et qui rapporte 3%, si le rendement passe à 6%, ce qui est une hausse stratosphérique, Ouais. il faudrait que l'obligation d'en face passe de 100 à 50. Donc fasse moins 50%, parce que les 50 euros rapporteront 3, ce qui est 6%. C'est pour équilibrer par rapport au nouveau rendement. C'est important de comprendre que du coup, la hausse des taux dans les obligations peut coûter très cher aux investisseurs obligataires, mais une baisse des taux dans l'autre sens peut rapporter aussi beaucoup. C'est vrai dans les deux sens. Et le plus important sur les obligations, c'est ce qu'on appelle la duration. Sur les obligations, tu as une durée. Généralement, c'est 3, 5, 7 ans, 10 ans, voire 30 ans pour certains emprunts d'État. Et plus tu as une duration qui est longue, plus tu vas être impacté par l'effet des taux. Si tu as une hausse des taux et que ton obligation elle est passée de 3 à 6%, mais qu'il te reste un an, Hmm. ça ne change pas grand-chose. C'est une actualisation des flux futurs. Ça ne change pas grand-chose. Mais par contre, si tu es coincé 15 ans avec cette obligation, là, elle est massacrée. Et c'est ce qu'on a vu au niveau des performances, parce qu'il faut parler de performance sur l'année 2022, sur la classe d'actifs obligataires. Ça a été un massacre par rapport au niveau de risque. On avait toujours dit aux clients, oui, c'est un risque 2 à 3 sur 7, comme les SCPI, ça sera très peu volatile. Ça a fait entre moins 10 et moins 20%. Moins 20%, c'est pour les obligations gouvernementales. Entre moins 12 et moins 15% pour les obligations investment grade. Et entre moins 10 et moins 12 pour les obligations high yield. Alors, avant de détailler, effectivement, high yield, c'est censé être les obligations les plus risquées. Investment grade, c'est les obligations d'entreprise un peu moins risquées. Et gouvernemental, c'est les obligations des pays. Donc, la France, les États-Unis, enfin bref, tu peux emprunter sur n'importe quel pays. Et là, c'est assez marrant parce qu'au final, ce qui était censé être le plus risqué, c'est ce qui a le moins baissé en 2022. Pourquoi? Tout simplement parce que les obligations high yield ont moins de durée. Il y a moins de duration. Donc, forcément, elles ont moins été impactées par cette hausse des taux parce que c'est entre 3 et 5 ans sur le high yield, entre 5 et 7 sur l'investment grade, en moyenne, bien sûr. Et sur le gouvernemental, c'est 10 voire 30 ans selon le pays. Oui, c'est vrai que les obligations ont souffert. Pour les investisseurs qui investissent sur une autre classe d'actifs à laquelle je pense aussi, qui est l'immobilier, il y a eu une énorme souffrance également, parce que c'est le même principe. Dans l'immobilier, on fait une actualisation des flux futurs, on regarde
qu'est-ce qu'on peut toucher. Et surtout, on a une capacité à lever de la dette pour investir dans l'immobilier. Et donc, un investisseur qui passe d'un taux de 1 à 4% perd beaucoup de capacité d'endettement. Et donc, on va voir aussi dans l'immobilier une baisse se répercuter sur 2023 et 2024, parce que dans l'immobilier, c'est toujours un peu plus long, c'est-à-dire à se propager dans le monde des investissements réels. Point important également, ça veut donc dire aussi que quand la baisse des taux interviendra dans l'immobilier, ça prendra toujours beaucoup plus de temps. Et là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment une baisse des taux. On a une petite baisse des taux, mais ce n'est pas conséquent par rapport à la hausse qu'on a eue à l'époque. Donc en 2022, les obligations catastrophiques, l'immobilier qui allait devenir catastrophique, et 2023 et 2024 a reflété exactement ce qui s'est passé en 2022. Mais alors, est-ce que les actions, c'était le contraire? Alors, juste pour finir sur les obligations, parce que en fait, le problème de 2022, c'est qu'on a eu 10 ans avant de taux bas. En fait, donc c'était sûr qu'il allait y avoir une correction. Et généralement, si on regarde historiquement, quand on a une crise, c'est souvent lié à une hausse des taux d'intérêt. Et là, elle a été particulièrement violente, cette crise, parce qu'on a eu 10 ans de taux très faibles. Donc c'est pour ça. Les obligations, c'est pareil. Quand moi, j'ai vu des personnes conseiller des obligations quand vous aviez des taux à zéro, voire négatifs, c'est une aberration. Après ce qu'on a expliqué juste avant, sachant que c'est corrélé de manière inverse au taux d'intérêt, si les taux sont négatifs, logiquement, ils ne peuvent que remonter. Donc aller sur des obligations à ce moment-là, bon, je sais qu'il n'y a pas d'autre alternative que les actions à l'époque et que pour des clients plus risqués, il fallait aller sur autre chose. Mais au final, pour des clients plus risqués, ils ont pris un moins 10 ou moins 15%, alors qu'ils étaient censés ne pas subir de volatilité. Donc là encore, faites attention, les obligations, en théorie, c'est moins volatile que les actions, mais il faut bien se positionner selon le contexte. C'est comme l'immobilier, de toute façon, c'est que c'est censé être moins volatile. Et on l'a vu 2023-2024 avec des moins 30, moins 40 sur certaines SCPI. Ouais, donc obligation immobilier, on vient de le comprendre, cata. Ouais. Sur l'année 2022, parce que les obligations ont repris de la valeur par la suite pour les futurs investisseurs de 2023-2024, parce que les taux étaient plus élevés. Du coup, par contre, les actions en 2022, ça donnait quoi? Alors les actions, elles ont été impactées aussi par l'inflation. Parce que quand il y a de l'inflation, il y a une augmentation notamment du coût des matières premières. Donc les entreprises, à moins qu'elles aient du pricing power, elles voient leur marge réduite. L'impact sur le marché actions en 2022, malheureusement, c'est aussi le conflit en Ukraine, notamment en Europe, avec une augmentation et des embargos sur les matières premières, ce qui a fait exploser le prix du gaz, notamment, et aussi des autres matières premières. On l'a vu dans l'immobilier encore, si on veut faire un lien sur les travaux. Ouais. Le prix du bois et compagnie, ça a explosé. Donc les marchés actions n'ont pas eu une belle année en 2022. Il faut différencier différentes zones. En Europe et aux États-Unis, les États-Unis étaient moins impactés par le conflit en Ukraine parce qu'eux, ils sont autosuffisants en énergie et ça ne se déroulait pas sur leur continent. Donc en Europe, je crois qu'en moyenne, on a eu une baisse de moins 10%. Aux États-Unis, tu as eu moins 18%. Alors tu vas me dire, mais pourquoi alors qu'ils sont moins concernés par le conflit? C'est que le problème des États-Unis, enfin le problème, c'est pas un problème, c'est le Nasdaq en 2022 qui a perdu 30%. Pourquoi? C'est un peu la même relation avec les taux d'intérêt. C'est que le Nasdaq, c'est des valeurs technologiques. C'est des valeurs qui faisaient pas, pour une partie, faisaient pas forcément de bénéfices. Donc c'est des boîtes, c'est la start-up en devenir qui va peut-être faire 500 ou 600% de croissance dans 4 ou 5 ans. Mais aujourd'hui, elle fait rien. Sauf qu'à l'époque, quand les taux étaient négatifs ou à zéro, c'était pas très grave d'attendre d'investir sur ces valeurs parce que de toute façon, je pouvais rien faire d'autre avec mon cash. Je pouvais pas le placer sans risque à 4 ou 5%. Avec la hausse des taux, ces valeurs-là, elles se sont cassées la figure. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui attendaient que la croissance arrive, qu'elle n'était toujours pas là, et ben ils se sont dit, finalement, maintenant, les taux aux États-Unis sont à 5 ou 6%. Au lieu d'attendre que la valeur elle fasse je ne sais pas combien et peut-être dans 4 ans, et ben je vais placer mon cash sur du compte à terme ou sur des taux obligataires à 5 ou 6%. Donc, il y a un gros retrait des flux du Nasdaq et c'est ce qui a impacté de manière négative forcément la bourse américaine qui est aujourd'hui, on le sait, très impactée, très corrélée avec le secteur technologique. Ouais, puis je pense qu'il y a un deuxième facteur aussi sur ces valeurs technologiques, c'est que c'est des valeurs qui empruntent beaucoup, qui se financent beaucoup. Et comme le taux de l'endettement est passé beaucoup plus élevé, peut-être que certains investisseurs ont eu aussi peur de l'impact que le taux de financement pouvait avoir sur les flux futurs. C'est simple, les flux de trésorerie futurs, c'est le TRI qu'on regarde à chaque fois dans une entreprise, la croissance, les flux de bénéfices futurs, les flux de trésorerie. Ça, on le regarde. Et quand il y a un financement qui augmente, ça fait forcément que les flux de trésorerie baissent, que les bénéfices sont censés être moins élevés, parce qu'on voit encore une fois que 2023, 2024 et 2025 ont prouvé le contraire sur ces valeurs du Nasdaq, mais qu'il y a eu une forte chute en 2022. Ça a permis aussi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que la crise aussi, elle a permis, le choc sur les marchés en 2022 a permis de faire le tri aussi sur les valeurs technologiques, avec toutes les valeurs qui n'étaient pas rentables. Donc après, on ne parle pas aussi ici de la crise de 2001, parce que le Nasdaq d'aujourd'hui, ce n'est pas le Nasdaq de 2001. On a énormément de valeurs qui sont rentables. On regarde les 7 magnifiques, c'est des valeurs avec des milliards et des milliards de bénéfices, donc c'est un autre sujet. Mais ça a permis de faire le tri au sein du Nasdaq de certaines valeurs
qui avaient des valorisations totalement délirantes, encore une fois, du fait d'un contexte de taux négatif sur 10 ans, ce qui était un peu une aberration. Si on veut compléter sur la partie action, là encore, c'est intéressant de parler de diversification. Une classe d'actifs, enfin, un segment qui s'est super bien comporté, c'est les valeurs liées aux énergies. Les valeurs liées aux énergies, avec l'augmentation du coût du gaz, du pétrole, etc., elles ont fait un carton. Et au final, tu pouvais faire une très bonne année si tu t'es indexé sur ces valeurs-là et pas forcément sur tout le marché. Ok. La plupart du temps, quand on parle de diversification, nous, aux clients, aux personnes qu'on accompagne, on parle d'une diversification en termes de classes d'actifs pour éviter le risque. Là, tu es en train de me dire que les 3 classes d'actifs, elles ont pris une claque. Donc, en fait, concrètement, à part les clients qui avaient du fonds en euros à cette période, Ouais. la plupart des personnes qui étaient investies sur ces classes d'actifs ont perdu de l'argent. Après, il y a toujours des meilleurs dans chaque classe d'actifs. Il y a toujours des personnes qui ont réussi à faire du positif dans chaque classe d'actifs. Mais il faut savoir que d'un point de vue général, quand même, le marché était négatif. Cette année-là, oui, c'est vrai que même je crois que les cryptos, avec le contexte de taux élevé, c'est pareil. Elles ont pris une belle correction aussi. Donc, tu as 4 classes d'actifs, parce que maintenant, on peut l'incorporer comme étant une classe d'actifs. La meilleure classe d'actifs, outre le fonds euro, on va dire, c'était les matières premières. Tu as eu l'or qui a monté, forcément, conflit géopolitique, l'or, valeur refuge, ça augmente. Et tout ce qui est matières premières, pétrole, gaz, qui ont monté. Donc, cette année-là, effectivement, sauf erreur de ma part, je pense qu'il n'y a que la classe d'actifs matières premières qui s'est bien comportée. Ou les taux monétaires, mais ça revient au fonds en euros, ça revient aux choses un peu moins risquées. Niveau de risque 1, je rappelle, c'est-à-dire que vous ne prenez pas de risque avec votre épargne. Maintenant, en termes de complémentarité, ok, on a compris. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour 2025 ? Parce que je pense que si les personnes sont là pour nous écouter sur ce podcast, c'est pour mieux comprendre la crise de 2022, pour peut-être s'en inspirer en 2025. Je rappelle le contexte de 2025 et de ce début d'année, milieu d'année 2025. On a des taux qui sont assez élevé en termes de taux, tout simplement d'entreprise et d'État. On a un immobilier qui est au tapis, et puis on a des actions qui sont sur des niveaux plutôt élevés en termes de valorisation. On ne sait jamais si c'est élevé ou bas dans les actions, je vous le dis. On dit juste que par rapport aux années précédentes, on n'est pas sur des niveaux bas. Voilà. On a eu 2 belles années entre 2023 et 2024 sur les marchés actions, mais comme tu dis, on n'en sait rien. Et l'idée, c'est que ça monte toujours avec des corrections entre-temps. Le contexte aujourd'hui, effectivement, il est un peu noir sur l'immobilier, tu l'as dit. Ça s'est très mal passé en 2023-2024. Et aujourd'hui, ce qu'on peut retenir en fait de la leçon de 2022, c'est qu'une classe d'actifs qui est soi-disant au niveau de risque 2 ou 3 sur 7, elle peut quand même prendre sa claque. Techniquement, les obligations, elles ont pris entre moins 10 et moins 20. L'immobilier a pris entre moins 0 et moins 40%. Donc, il ne faut pas se croire à l'abri de volatilité sur les autres classes d'actifs, à part le monétaire et le fonds euro. Donc, au final, l'idée, c'est de montrer que c'est hyper important d'avoir une diversification au niveau de son allocation. Après, je ne dis pas à nos auditeurs d'avoir de l'or, du pétrole, des actions, des cryptos. L'idée, c'est de faire aussi en fonction de votre profil de risque, mais c'est de montrer que le fameux 60-40 qui était enseigné il y a 40 ans dans les universités, j'ai pas 40 ans, je ne peux pas savoir, mais c'est ce qui était enseigné, le fameux 60-40, je vais mettre de l'obligation et ça va compenser au final ma partie action si jamais ça ralentit, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on a totalement changé de contexte. On est passé d'une décennie de taux ras les pâquerettes. Le monde a changé, les valeurs tech font énormément de bénéfices. C'est plus du tout la même solution. Donc l'idée, c'est vraiment de se réorienter, de mettre en place une allocation stratégique en fonction de votre horizon de placement, en fonction de votre profil de risque et de limiter au maximum la volatilité de votre portefeuille. Non, et puis ça ne veut pas dire aussi que si les obligations ont pris moins 10, moins 15%, ou que l'immobilier a pris une énorme claque, qui est bien plus élevée que les obligations, de votre côté, vous devez vous détourner de ce type de valeur. Et au contraire, aujourd'hui, on l'a dit, quand les taux sont bas et que les taux montent, les obligations prennent tournée, et l'immobilier prend tournée, et les actions ont pris tournée. Par contre, dans l'autre sens, ça peut faire aussi beaucoup de performance. Est-ce qu'on peut en parler ? Parce que mine de rien, là, sur des actifs obligataires où on a des hausses de taux, des taux assez élevés, il est toujours intéressant d'être dans des actifs obligataires quand les taux vont baisser. Après, encore une fois, je préfère le redire, on dit qu'aujourd'hui, et plusieurs analystes, 90% de la place est d'accord sur que les taux vont baisser sur le long terme. Ouais. Ça ne veut pas dire que les taux vont baisser. C'est juste que la plupart des analystes sont d'accord sur cette chose. Il y a une guerre mondiale qui arrive, qui est déclenchée, ça change tout. Ouais. À chaque fois, un facteur exogène peut tout changer, peut changer toute la donne. C'est vrai qu'il n'y a pas de certitude. Et pour en revenir sur l'historique de performance, l'obligataire en 2023, tu as fait du 10 ou 12. 2024, c'est très bien passé, entre 6 et 9 aussi. Et 2025, pour l'instant, il y a quand même de l'intérêt. Après, même si les taux restent stables, l'avantage aujourd'hui d'avoir de l'obligataire, c'est que tu as des coupons intéressants. À l'époque, en 2022, tu avais des coupons à 1 ou 2. Oui. C'est pas grand-chose. Là, aujourd'hui, même si tu as une hausse des taux, et on le voit d'ailleurs parce qu'en 2024, si on regarde, il y a les taux qui ont quand même monté, parce qu'ils avaient beaucoup baissé, les taux longs, je parle. Fin 2023, ils avaient baissé de manière importante.
2024, ils n'ont pas baissé, les taux longs. Tu avais quand même beaucoup de perfs sur les fonds obligataires. C'est que tu as des coupons à l'intérieur aussi, tu as de la gestion obligataire avec des achats, des reventes, des changements de notes. Ça, c'est un peu plus complexe, on n'en parlera pas. Mais tu as quand même un intérêt à rester sur l'obligataire parce que même si aujourd'hui les taux montent, tu as quand même sur certaines boîtes 5 ou 6% de coupons. Donc même si tu perds un peu de valeur, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la hausse des taux sur la duration, tu as quand même des coupons qui vont venir compenser cette perte de valeur. Donc tu as quand même une classe d'actifs qui est aujourd'hui très intéressante, encore très intéressante. Et dans le meilleur des mondes, on a une baisse des taux importante qui arrive parce que malheureusement, en Europe, ça ne se passe pas super bien sur la croissance. L'Allemagne qui est en récession depuis plusieurs trimestres. Aux États-Unis, le marché est un peu plus dynamique, c'est un peu différent. Mais la logique veut, et c'est pour ça que tu disais que les 90% pensent que les taux vont diminuer parce qu'en Europe, ce n'est pas la folie au niveau de la croissance. Ça va faire bénéficier aux obligations d'un effet boost, donc le coupon plus la baisse des taux. Et on pourrait très bien avoir une performance hyper intéressante encore une fois cette baisse de taux actée. Ouais, ce qui est important de comprendre, c'est que 2025 va être une année à opportunité. Ça, c'est certain, parce que vous avez plein de classes d'actifs qui peuvent rapporter de l'argent. Après, faut-il encore choisir les bons acteurs? Encore une fois, dans les obligations, vous pouvez vous planter. Même si les taux baissent, vous pouvez être sur l'acteur qui va faire que la performance va être catastrophique. Quand je parle de performance catastrophique, c'est vous allez faire 3% alors que le marché va faire 7%. Et donc vous perdez de l'argent parce que vous n'êtes pas sur les bons acteurs. Donc choisissez les meilleurs acteurs de chaque classe d'actifs. C'est le résumé de ce podcast, c'est-à-dire que l'année 2022 a été catastrophique. On doit s'en inspirer pour les années suivantes. 2025 va être une année excellente si vous faites les bons choix. Merci Axel. Merci également à vous de continuer à vous abonner à notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale et financière sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas également à liker, commenter ou partager. Si vous commentez, je vous promets, j'y réponds juste après. Merci beaucoup.